Donc effectivement, beaucoup de monde ce soir pour ce nouveau café historique consacré à l'histoire de la franc-maçonnerie et sa place dans la société française aujourd'hui. Je pense que René Rampenou va également se lever parce que sinon je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va le voir. Donc René Rampenou qui aujourd'hui va nous éclairer, nous apporter sa lumière, ses lumières sur la franc-maçonnerie et qui veut rester, comment dire, assez discret, oui, on peut parler de discrétion. Il ne veut pas que je parle de sa profession, il veut pas que je parle de ce qu'il a fait. Donc je dirais simplement qu'il écrit des ouvrages de philosophie et des ouvrages de culture générale, et qu'il est également ancien grand maître adjoint du Grand Orient de France. Et avant qu'il nous éclaire sur l'histoire de la franc-maçonnerie et sa place dans la société française aujourd'hui, je vais lui demander ce qu'est un grand maître adjoint du Grand Orient de France, parce que vraisemblablement tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un grand maître et un grand maître adjoint du Grand Orient de France. Et j'espère être éclairé comme vous tous ici. Oui, merci. C'est pas très important de savoir ce qu'est un ancien grand maître du Grand Orient de France, parce que dans tout ça, le plus important, c'est ancien. Ancien. Ça veut dire que je ne suis plus du tout quoi que ce soit dans l'obédience, et je vais parler ce soir uniquement en mon nom propre. Je suis représentant de rien du tout de particulier, sauf que j'ai une appartenance, une histoire, une vision, et peut-être que ça peut vous aider, à travers un petit exemple, à résoudre, à comprendre cette drôle d'institution. Alors, ancien, ça veut dire que quelque chose d'important, dans nos fonctions, nous ne restons jamais longtemps, au maximum 3 ans. C'est un nombre qu'on aime bien, et Pythagore aussi. Et dans une loge, c'est-à-dire cet endroit où on est groupé entre 50 et 120, parfois jusqu'à 200, surtout autrefois, nous avons un président qui est élu, bien sûr, et une fois, il est réélu tous les ans, mais il ne peut se présenter que 3 ans. Et au bout de 3 ans, il prend le poste le plus humble qui existe à l'intérieur de l'association. C'est un petit début pour vous dire que si je suis un peu, ce soir, un peu sur le devant de la scène, c'est contraire à l'esprit de l'institution même. Personne n'est le représentant, personne n'est l'archétype, personne n'est celui qui incarne le mieux. Et si vous en rencontriez un, il faut tout de suite vous éloigner de lui, parce que ça veut dire qu'il n'a pas compris. Donc, c'est uniquement à travers... Alors, mais pour vous faire venir... Alors, pas vous en particulier, mais en général, on met des titres, on met des fonctions, on met des machins. Et ben voilà, on a fait pareil, on a mis des titres, on a mis des fonctions, et moi j'ai rencontré le café historique que parce que j'avais cette fonction. Mais le plus intéressant, celui qui porte le mieux la parole, il est dans un anonymat, personne ne le connaîtra jamais, et c'est tant mieux. Alors, l'histoire de la franc-maçonnerie, pourquoi en parler un petit peu ce soir, pour mieux comprendre aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce que la maçonnerie s'inscrit dans un vrai paradoxe. C'est à la fois un endroit où on cultive la tradition, au sens grec du terme, et en même temps, on s'enracine aussi dans ce qui va être la modernité, c'est-à-dire l'explosion au XVIIIe siècle de la liberté de conscience et de la notion de progrès. Comment peut-on être à la fois inscrit dans une tradition et à la fois être à la recherche d'une sorte de progrès, d'une modernité? C'est un paradoxe total, on y reviendra peut-être. Alors l'histoire de la maçonnerie, pour commencer par là, parce que c'est le plus simple, quelques dates, quelques repères. D'abord, les maçons ne connaissent l'histoire de la maçonnerie que depuis 30 ans, à peu près, eux-mêmes. C'est bourré de légendes, de choses complètement fausses, mais c'était l'époque au XVIIIe siècle. On se racontait plein d'histoires, et alors nous, on a raconté plein d'histoires. Et des frères et des sœurs, historiens, historiennes, de profession, se sont emparés et ont commencé à dépouiller tout ce fatras il y a à peine 20-30 ans. Maintenant, vous trouvez des ouvrages qui se sont éloignés des légendes et des mythes dont on se croyait issus. On disait Adam, c'est l'ancêtre. Et puis bien sûr, et les Égyptiens. Et puis les Pythagoriciens. Et puis les bâtisseurs de cathédrales. Voilà.
Tout ça, on l'a revendiqué, c'est très gentil, il ne faut surtout pas perdre ces mythes-là, mais ce n'est pas l'histoire de la franc-maçonnerie actuelle. Alors, donc, l'histoire de la franc-maçonnerie actuelle, telle qu'on la connaît depuis 30 ans, quelle est-elle? D'où vient la franc-maçonnerie? Alors, je vais certifier maintenant, ce qui est vrai. Elle s'enracine dans l'Angleterre profonde. Pour ceux qui connaissent un peu l'Angleterre et son histoire au XVIIe siècle, ils ont anticipé sur nous, ils coupent la tête à un roi un peu à l'avance. Et puis, ils ont un truc extraordinaire, c'est qu'ils rompent avec le Vatican. C'est une histoire de femme encore, là, Henri VIII. Voilà. Ils rompent brutalement avec ça, sauf qu'ils rentrent dans une période de très forte instabilité. Ils vont même être obligés, à la fin du XVIIe siècle, d'importer un roi. Ils vont chercher Guillaume d'Orange. Donc, on est dans cette Angleterre très troublée, qui a la chance d'avoir, qui pense largement avant nous, qui sommes sous le contrôle du monarchisme absolu. Et donc, ils ont des penseurs importants, on va citer John Locke, mais un deuxième qui est beaucoup plus intéressant, c'est Shaftesbury. Donc, ils ont une école de pensée qui va être très latitudinaire. Toc. Latitudinaire, c'est-à-dire? C'est bien ça. Hein. Latitudinaire, ça veut dire qu'ils prennent des distances avec le texte écrit sacré. Ils s'autorisent à le comprendre, à l'interpréter, ce que fait une partie du monde juif depuis très longtemps. Mais à l'intérieur de la pensée chrétienne va démarrer cette attitude latitudinaire, distance avec les textes. Et à partir de 1640, ils cherchent un peu partout. Vous savez, il y a la maçonnerie maçon, mais il y a des rites qui se rattachent à la navigation, ils n'ont pas tenu. Il y a encore quelques rites qui se rattachent aux pratiques des bûcherons, ils n'ont pas tenu. Mais on a utilisé ce formalisme, cet magnifique élan du XIIe, XIIIe siècle. L'Europe se couvre de cathédrales quasiment partout. On a utilisé cet immense élan mystique, et à la fois, pas que mystique, à la fois humaniste pour terminer, avec un passage métaphysique, voire Georges Duby. Donc les cathédrales rencontrent de ce mouvement, donc ils vont piocher dans cet environnement, dans cette présentation, et utiliser le terme de franc-maçon, alors que les francs-maçons d'aujourd'hui, peu ont manipulé la truelle. Et puis aujourd'hui, pour faire un niveau, on prend un laser, on ne prend pas un niveau de grand-père comme autrefois. Mais ça va subsister. Donc l'Angleterre, XVIIe siècle, s'inscrit dans ce mouvement qui va rassembler, au-delà surtout de tous les conflits religieux, parce que vous savez combien c'est triple en Angleterre, et au-delà de toutes les attitudes politiques. Et il y a une institution formidable en Angleterre, la Royal Society, avec le géant Newton, qui n'appartiendra pas à la maçonnerie, mais qui va envoyer, si je puis dire, des gens qui sont très proches de lui, et constituer des loges. Donc le noyau de la maçonnerie, c'est un groupe d'hommes, 60, 120, ils ont tout à l'heure, qui vivent leur vie, mais un jour qui ressentent le besoin de s'agréger, pour éviter les déviations peut-être, mais pour créer également des rencontres plus faciles. Et donc la Grande Loge d'Angleterre, qui est notre mère à tous, commence en 1717. En France, ça apparaît également, et ça s'inscrit vraiment dans le paysage intellectuel et politique français vers 1728, où il y a pour la première fois, il y a un grand maître. Alors, je ne sais pas si vous y vous retrouvez. En gros, il y a des cellules, et puis il y a l'envie de faire une fédération. Alors, un grand maître adjoint du Grand Orient de France, il n'est pas plus important que les autres. Simplement, au niveau national, il existe une sorte de conseil d'administration, de coordination. Alors, comme on a des mots qui viennent du 18e, puis surtout du 19e, on se peint avec des mots qui sont extraordinaires. Alors, on se retrouve grand maître. Autrefois, on l'appelait sérénissime, c'est vous dire. Grand maître, et puis on se retrouve grand maître adjoint. Ça, c'est celui qui a un peu raté sa course, qui est qu'adjoint. Voilà. Le but, c'est de gérer, mais il n'a pas, dans une loge, surtout au Grand Orient de France que je pratique, personne n'a même mise, n'a prise pour quelque direction qu'il faudrait prendre au-delà de celui qui a été élu par ceux de la loge, qui s'appelle le vénérable maître. Personne. On a un principe démocratique. Alors là, c'est intéressant, parce que le Grand Orient de France existe depuis 1773. Avant, ce n'était pas comme ça que ça s'appelait, bref. Et qu'est-ce qu'il fait en 1773? Qu'est-ce qui se passe d'étonnant? Eh bien, pour la première fois, un mouvement en France décide de recourir à l'élection pour savoir qui va le diriger. C'est un signe qui annonce, évidemment, le bouleversement politique, que n'a pas fait l'Angleterre, le bouleversement politique qui va consister à dire, voyons, au Japon, l'empereur, il descend du soleil. C'est pour ça que sur le drapeau, il y a le soleil. En France, il descendait de Priam. Donc nous avions une origine des rois, et puis avec lui, le saint de Reims, il était d'une autre essence. Ça ne marche plus au XVIIIe.
Le mouvement est épuisé. Il faut trouver autre chose pour que la politique continue. On va trouver quoi? Le libéralisme. Regardez comme les gens sont capables sur un marché de choisir eux-mêmes ce qui leur convient. Ils ont tous la raison. Descartes l'a dit. On est doté de raison, on sait arbitrer, c'est la solution politique. La solution politique, c'est la démocratie, c'est de demander à chacun de participer au choix de celui qui va conduire la politique. 1773, le Grand Orient de France le manifeste et décide de passer à un système électif pour se diriger. C'est la grande date. Donc ça, c'est une spécificité française de départ par rapport à l'origine anglaise de la franc-maçonnerie? Et oui, à Bordeaux, ça fâche. On a une origine anglaise très installée, heureusement. Et donc la maçonnerie arrive vite à Bordeaux. 1732, c'est la première loge. Comment elle va s'appeler? L'anglaise, évidemment. Ils parlent tous anglais, ce sont des Britanniques qui la fondent, elle s'appelle l'anglaise. Et moi, j'appartiens à une loge qui va s'appeler la française, parce qu'ils en ont ras-le-bol de parler anglais. Et en 1740, ils créent, donc cette année, on fête nos 275 ans de cette loge. Nous sommes la plus ancienne association de Bordeaux, à l'exception de l'Ordre des avocats, qui est une association qui a 400 ans. Donc, à Bordeaux, il y a une grande présence maçonnique. On ne va pas vous lire. Mais si vous regardez la place des Quinconces, vous voyez deux colonnes au bout là-bas, vous voyez un truc de l'autre côté, c'est une symbolisation simple de ce qu'est, en gros, une loge maçonnique. À Bordeaux, on a un problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas visiter les temples maçonniques, problème de réception du public. Mais à Paris, vous pouvez, à Périgueux, vous pouvez, là où on peut, le jour de la journée du patrimoine, les temples s'ouvrent pour que le public comprenne un petit peu ce qui se passe dans cette maison étrange. Voilà. Donc, à Bordeaux, il y a un enracinement maçonnique très profond, très lointain, dû aux accointances. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en France, on va s'éloigner de la pratique anglaise. Et il y a une grande différence entre la maçonnerie française et la maçonnerie anglaise. La raison profonde, c'est, dans le monde anglo-saxon, les protestants, le monde anglican, où il n'y a aucun problème pour accepter cette maçonnerie, alors que nous sommes sous une emprise du Vatican, qui, 1738, va condamner, on ne sait toujours pas pourquoi, mais va condamner l'appartenance à la maçonnerie. Alors c'est pas grave, dans notre loge, nous avons un abbé d'Espluyès qui va, le premier qui annonce ce que va faire Brémontier, il va s'intéresser au pain, etc. Il est d'ailleurs à la cathédrale de Bordeaux, en 1760, il appartient à notre loge, mais il fait fi de la condamnation vaticanesque. Pourquoi? Parce que ce qu'a dit le pape n'a pas été, à l'époque l'église est anglicane, et la condamnation du pape n'a pas été validée par les évêques de France. Mais petite anecdote, au Grand Orient de France, nous avons, souvent quand on me fait venir, c'est qu'il y a des religieux, on dit tiens, il faut qu'on trouve un athée de service. Alors on vient chercher le Grand Orient parce qu'en France, on croit qu'être maçon, c'est être athée, ce qui est une contradiction totale. En France, il y a une obédience, la Grande Loge nationale française, où vous devez croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme pour y appartenir. Donc vous voyez, tout existe dans le paysage maçonnique. Oui, il n'y a pas une seule maçonnerie, il y a plusieurs maçonneries, y compris en France. Surtout deux. Il y a la maçonnerie anglaise, avec cet enracinement dans une croyance en l'indivinité et en l'immortalité de l'âme. Et puis la maçonnerie française, qui s'est détachée de ça vers 1877. Et entre les deux, normalement, on est censé ne pas se parler. Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais on est censé. Mais il y a plus de 2 obédiences en France. Alors les obédiences en France, je pense que Dieu ne doit pas savoir combien il y en a. Tellement il y en a. C'est ce que vous avez dans le paysage syndical et ce que vous avez dans le paysage politique, vous avez la même explosion qui va se produire fin 19e et courant 20e siècle. Le Grand Orient de France est quasiment tout seul, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis, vont apparaître des mouvements. On aime bien, chacun va à sa paroisse. Je me demande si moi, qui suis extrêmement fier, vous l'avez compris, d'être ancien, enfin surtout grand maître adjoint du Grand Orient de France, il y en a tellement qui aspirent à ça, que pour le devenir, le mieux, c'est de se faire une obédience. Comme ça, vous avez la peinture, et puis vous êtes sûr de réussir. Je pense que ça y a fait un petit peu, peut-être. Et aujourd'hui, il y a en gros une dizaine d'obédiences qui ont un sens représentatif, mais moi, j'allais trouver jusqu'à 74, aujourd'hui. Donc, vous voyez, n'hésitez pas, si vous avez une quelconque lueur, vous faites la vôtre. C'est pas breveté. Qu'est-ce que c'est qu'être maçon? Personne ne sait. Il faut avoir fait quelles épreuves? Aucune, normalement, sauf dans sa loge. Donc, au niveau de l'histoire de la maçonnerie, dans le monde anglo-saxon, les francs-maçons sont présents sur la place publique.
y participent. Un président des États-Unis sur 2 a été franc-maçon. Sur le billet américain, vous avez tous les signes maçonniques. Le président des États-Unis prête serment sur la Bible de la loge de George Washington. Et le meilleur exemple, c'est Lafayette. Lafayette, qui est le pont entre la France et les États-Unis, extraordinaire. Il est initié à l'âge de 18 ans. 19 ans, il embarque pour les États-Unis. Il revient à 21 ans, major général de l'armée américaine. 21 ans et demi. Je dis ça aujourd'hui pour que les gens qui croient qu'ils sont jeunes à 25 ans. À 25 ans, trop tard, hein, dépêchez-vous. Hein. Donc c'est une autre époque. Il va durer jusqu'à 73 ans, ne croyez pas qu'il meurt jeune. Hein. Eh bien, donc Lafayette est l'exemple typique de cet engagement au service d'une liberté et qui est à la fois, c'est une autre époque, aux États-Unis et en France, et c'est sa proximité avec George Washington qui fera donc à quel point il devient citoyen d'ailleurs des États-Unis. Est-ce que la franc-maçonnerie a eu autant d'influence politique en France qu'aux États-Unis? Alors je ne dis pas que l'influence politique aux États-Unis. Parce que si on sait bien qu'un président sur 2 soit oui, franc-maçon, alors si un président sur 2 est franc-maçon, les francs-maçons, ils ont tout le pouvoir. Non, mais ils n'ont pas tout le pouvoir parce qu'ils ne pensent rien de particulier. Je vous disais tout à l'heure qu'on parlait du Vatican et des problèmes qu'on a avec lui. Nous avons toujours un frère du Grand Orient de France qui avait la particularité d'être prêtre. Son évêque le savait, ça ne posait pas de problème. Sauf qu'un jour, une belle âme a écrit un petit mot au Vatican en disant « Mais vous savez, celui-ci, là, il est prêtre, mais aussi il est membre du Grand Orient de France. » Eh bien, on lui a donné à choisir avec une grande liberté. Tu as le choix, tu restes prêtre, pas de problème, mais tu ne restes pas au Grand Orient de France. C'est l'un ou l'autre. Et il a dit que son appartenance à un système de pensée aussi intolérant l'empêchait de vivre son credo, et ce frère, au sens maçonnique du terme, qui est tellement engagé dans sa foi, a abandonné son poste de prêtre, a été remercié du jour, excommunié d'ailleurs, c'est le mot exact. Juste peut-être cette anecdote, si tu me permets Pierre, pour dire, vous avez une petite explication pourquoi les francs-maçons ne sont pas sur la place publique affichée. Dans le monde anglo-saxon, ils sont sur la place publique affichée. Dans le monde catholique, l'exemple est frappant. Hein. Ça veut dire que s'afficher, c'est pas si simple. Et que parfois, ce fut le cas bien sûr 1940-1944, mais que c'est pas peut-être tout à fait terminé. Parfois, c'est pas si simple de s'afficher à cause de ce qui est dans la tête de beaucoup de gens, la théorie du complot, et puis toi tu viens de mettre une couche supplémentaire en disant ils ont le pouvoir. Eh bien, aux États-Unis, c'est pas parce qu'on est président des États-Unis qu'on est ou républicain ou démocrate, etc. Non, c'est une école de pensée, c'est un endroit où on pratique la pensée analogique, la voie initiatique, la recherche du symbolisme, des mots que vous ne comprenez pas, c'est pour ça que je vous les livre. Donc on pratique tout ça, et ce n'est pas le but de savoir quel va être le mot d'ordre politique. Ouais. En revanche, je vais être obligé de te demander effectivement ce qu'est la pensée analogique, ce qu'est le symbolisme. Ah, on va commencer par le plus simple, la pensée analogique. Alors, pour ne pas vous perdre, je vais tout de suite citer Philippe Descola, professeur au Collège de France. Ça fait ça. Hein. Voilà. Dans la compréhension du monde, dans la compréhension de ce qui est autour de nous, il y a quelques systèmes de pensée qui couvrent la totalité de l'espèce humaine. Une qui est facile à comprendre, l'animisme. L'animisme qui vient du monde de l'Asie, c'est pour ça qu'il n'y a pas de franc-maçonnerie là-bas, c'est pas possible. L'animisme pense que plantes, animaux, humains, il n'y a pas de frontières. Nous sommes dans une conception, on ne s'en rend même plus compte tellement on est dedans, naturaliste. C'est-à-dire il y a l'humain, la déclaration des droits de l'homme, tout ça, et puis il y a le reste. Alors les plantes, ouais, les rochers, on s'en fout. Et puis les animaux, ben, pareil. Et Descartes était persuadé que quand vous clouiez un chien sous une porte, s'il crie, c'est parce qu'il a de la mécanique, hein, c'est pas parce qu'il souffre. Il souffre pas, l'animal. Et entre parenthèses, l'état du monde d'aujourd'hui, avec les problèmes écologiques qu'on se pose, on se demande si cette coupure, que n'ont pas les totémistes, que n'ont pas les animistes, qui nous avons, nous, dans la culture naturaliste, n'est pas une des causes du fait que la mère-terre, on s'en est un peu détaché. Alors, il reste la pensée analogique. C'est quoi la pensée analogique? C'est de rechercher les correspondances, les explications dans un endroit transposables dans l'autre. Alors, toute la voie scientifique dit, mais c'est absurde. C'est pas parce que c'est vrai dans tel contexte que ça serait vrai dans tel autre. Eh bien, nous sommes dans un travail, chez nous, à l'intérieur, consistant à dire, eh bien si. Un tout petit exemple. Bon, j'ai fait un tout petit peu d'arts martiaux. Quand on fait des arts martiaux,
On ne vous autorise pas à être habillé n'importe comment. Vous avez vu le judoka, comme il sera habillé, après s'être étripé, tout ça. Il faut avoir une forme parfaite. Pourquoi? Eh bien, on ne sait pas comment on peut donner de l'ordre dans sa tête. Comment vous apprenez un enfant à être ordonné, on ne sait pas trop. Mais on se dit, si les pratiques gestuelles, si la conformité physique devient ordonnée, peut-être que la correspondance existera dans cet ordre de pensée. Alors il est vrai que si c'est un créateur, il faut éviter de lui donner trop d'ordre, parce que justement, c'est des gens qui bousculent. Mais nous pratiquons cela, nous pratiquons cette idée consistant à dire, nous par exemple, on dit toujours que les maçons parlent à l'ordre. C'est une posture physique. On passe que dans cette façon d'être, il y a quelque chose qui rejaillit sur soi-même. Et puis la deuxième chose, qui est importante en maçonnerie, c'est qu'on n'est jamais maçon tout seul. C'est impossible, ça n'a aucun sens. On peut être un penseur tout seul, on peut être dans la voie zen est souvent la voie de l'isolement, de la méditation. Nous, c'est systématiquement avec l'autre, la recherche de l'autre. Parce que l'autre est la seule façon, peut-être, d'arriver à un examen de moi à travers l'examen de l'autre. Alors nous avons une habitude qui se ressent vite dans un groupe, mais ce soir, je me demande si je ne suis pas dans une loge, c'est que quand il y en a un qui parle, les autres se taisent. Et quand vous allez prendre la parole, on ne vous la retirera pas. Parfois, on aimerait bien, vous savez, parce qu'il y en a un qui est en train de raconter des trucs, ça n'a aucun intérêt, ce qu'il raconte, on s'en fout complètement. Ça fait déjà 5 minutes qu'il cause, j'en connais dans la salle qui me font le coup. Eh bien, j'aimerais de temps en temps leur retirer la parole. Eh bien, pas chez nous. Pas chez nous. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas si je suis clair, de l'analogique, c'est-à-dire, si je fais un endroit, peut-être que dans l'autre, il y aura un écho. Et alors, l'importance de la parole, c'est un exemple qui m'a été proposé il n'y a pas longtemps. Vous imaginez 2 personnes, plutôt de sexe féminin, masculin jusqu'à présent, mais depuis c'est plus obligatoire, on peut être 2 de même sexe, qui vont un jour dans une institution qui s'appelle la mairie. Il y a longtemps qu'ils couchent ensemble, il n'y a pas de problème, ils ont même des enfants la plupart du temps, et voilà qu'ils vont à la mairie pour écouter un type qui va leur dire « Je vous déclare unis par les liens du mariage ». Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vivaient pareil la veille. Alors je sais bien qu'il y a quelques conséquences juridiques, mais pourquoi ils ont besoin de cette parole qui va, à leurs yeux et du public, se passer quelque chose? C'est ça que nous cultivons aussi en loge. Parfois la parole est porteuse de quelque chose qui peut transformer, je ne sais pas si je suis clair, qui peut transformer, y compris la façon dont on se perçoit eux-mêmes. D'ailleurs, ça se voit, hein. Il y a un ouvrage d'Agatha Christie, il y a un grand suspense, et on va se rendre compte, on va trouver le vrai meurtrier, parce que c'est un couple qui se présente comme n'étant pas marié, mais ils s'engueulent. Eh bien, la clé du mystère, c'est s'ils s'engueulent, c'est qu'ils sont mariés. Voilà ce qu'a dit Agatha Christie. Nous, on s'engueule aussi, mais pas pendant le temps de la tenue, on s'engueule plutôt après. Donc, on voit la pensée analogique, le symbolisme. Alors, le symbolisme, le plus simple, c'est que je partage avec vous ce que j'ai trouvé en loge. Là, on va arriver bientôt l'hiver. Pas gai, moi je fais du scooter ou du vélo. On se mouille, il fait froid. C'est vraiment une saison pourrie, quoi, l'hiver. J'ai découvert en maçonnerie un rite que nous avons, une pratique symbolique que nous avons, et qui vient de la nuit des temps, de fêter le retour de la lumière autour du 21 décembre. Autour du 20 décembre, on commence à se réjouir. Mais quelle drôle d'idée, on va commencer à cailler, à pleuvoir. Mais nous, on a une pratique, on se réunit, on mange plutôt d'ailleurs, on boit à cette occasion-là. Mais on se dit, c'est un jour à fêter. Lucie, le retour de la lumière. Et tu disais la lumière tout à l'heure, tu as vu que ce mot, la lumière est un mot qu'on utilise beaucoup. Et je sais depuis le 21 décembre qu'il faut se réjouir parce que les jours allongent, quelque chose se passe dans le silence de la terre, et je ne le savais pas avant. Voilà un exemple tout simple de ce que j'ai trouvé. Alors c'est un exemple simple, mais voilà un exemple tout simple que j'ai trouvé. Alors, il existe un dictionnaire des symboles, un très gros bouquin, hein, j'ai la collection bouquins d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Ça a l'intérêt culturel, bien sûr. Si je prends une équerre, il paraît que c'est l'esprit. Ah bon? Et si je prends le compas, il paraît que c'est la matière. Ah bon? Ben oui. Vous rentrez dans une cathédrale, vous vous mettez à la croisée du transept, là, vous voyez qu'en bas, c'est plutôt carré, ça a été fait par une équerre, et si vous levez la tête, en général, c'est rond en haut. Mais ça remonte, c'est pas l'Église chrétienne qui a inventé ça, hein, ça remonte bien avant. Le passage de la matière à l'esprit. Donc voilà un exemple tout simple, mais ça n'a pas d'intérêt
de savoir qu'une équerre, ça veut dire ça, un compas, ça veut dire ça. Ce qui compte, c'est l'articulation du système, tel que un frère veut me le proposer, ou une sœur veut me le proposer dans la loge. Mais ce qu'il me dit, c'est un sens critique personnel. Il n'est pas en train de me dire, je te donne la clé qui va faire que demain tu as un savoir, tu n'as plus qu'à le répéter. Surtout pas. Chez nous, dans nos loges, dès que quelqu'un dit je sais, ça ne va pas durer longtemps parce que c'est le contraire. On est vraiment dans la voie socratique. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Mais ce qui compte, c'est C'est du Jean Gabin. C'est du Jean Gabin qui chantait ça, je crois. La seule chose que je sais. Moi, j'essaie de passer Socrate, il passe Jean Gabin, que je vous dis. Je sais.